Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. On dit souvent que le poison est l'arme des lâches. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que c'est l'arme des faibles, de ceux qui n'ont pas assez de muscles pour supporter un affrontement physique et qui craignent les coups de feu. C'est aussi l'arme de ceux qu'une société tyrannique a longtemps forcé à baisser la tête, à garder le silence, à combiner dans la crainte et dans le secret de froide et patiente vengeance. Je veux parler des femmes et des adolescents. Mais on oublie d'ajouter que le poison est également l'arme des ignorants et des étourdis. L'empoisonneur s'imagine que sa victime va succomber d'une manière toute naturelle, que son entourage n'y prendra pas garde, que personne ne se posera de questions. Quelle erreur! Le poison laisse des traces aussi éclatantes qu'une balle de revolver. On dirait que les criminels de ce genre n'ont jamais vu un chien foudroyé par la mort au rat. Et pourtant, c'est dans les campagnes que l'on rencontre le plus souvent des meurtres par l'arsenic, et ceci pour une raison très simple. Ce produit redoutable est indispensable pour lutter contre les animaux nuisibles. C'est donc dans les campagnes qu'il est le plus facile de s'en procurer. C'est précisément dans une petite commune de l'Orléanais, Saint-Siméon, que s'est déroulé le drame dont je vous présente aujourd'hui le dossier. Un double drame dont les circonstances inspirent moins de répugnance que de tristesse et de pitié. Saint-Siméon est un village du Loiret, situé à une vingtaine de kilomètres de Montargis. On y trouve un petit château modeste mais fort joli, dont les origines sont, paraît-il, lointaines, mais qui fut entièrement reconstruit dans la première moitié du XVIIIe siècle. En 1899, le propriétaire du château, M. Chapuis, est un robuste vieillard de 72 ans. Il possède une petite fortune qui lui permet de vivre en s'occupant de ses terres et de meubler ses loisirs par des travaux d'archéologie locale. L'entretien de sa demeure occupe une dizaine de personnes. La lingère du château, Marthe Thierry, est une paysanne du village qui a hérité de son mari une ferme et de beaux pâturages. Mais elle préfère le linge des châtelains aux travaux agricoles et elle a donné ses propriétés en fermage à l'un de ses voisins. Sa fille, Catherine, qui vient juste d'avoir 23 ans, a épousé Maurice Provin, le jeune jardinier du château. Ce dernier est un garçon d'assez bonne mine, mais au visage mou, sans caractère. Il fait bien son travail, il a la réputation d'un homme paisible, économe, rangé. Le jeune ménage vit chez Marthe Thierry. Un enfant est sur le point de naître. L'harmonie règne dans la maison où l'autorité de la belle-mère s'exerce tout naturellement, sans épreuve de force. La servante du château est une jeune fille qui n'a pas 20 ans, Louise Salvé. Elle est originaire d'un hameau éloigné et fille de paysan, elle aussi, mais elle n'en a pas l'allure. Elle est fine, vive, coquette. Dans son visage mince et lisse, une certaine dureté se manifeste qui trahit ses ambitions. Elle ne sera jamais paysanne, c'est certain, et elle ne restera peut-être pas domestique. Il ne faut pas longtemps pour qu'une sorte d'intrigue se noue entre la jeune servante et le jardinier. Maurice Provin dira plus tard que c'est elle qui a fait les premiers pas. Elle était toujours après moi, gémira-t-il. Et c'est probablement la vérité. Car Provin n'a pas assez d'audace ni même d'imagination pour prendre l'initiative d'une telle aventure. Les deux jeunes gens n'en restent pas là. De l'amourette, ils passent au rendez-vous galant, des rendez-vous à la liaison. Et voici amant et maîtresse, une maîtresse frémissante, un amant certainement bien embarrassé. Les jours passent.
Catherine met au monde un petit garçon. Les deux amants se retrouvent maintenant presque tous les jours dans une chambre du château où personne ne se rend jamais. Ils sont discrets, du moins le croient-ils. Pas suffisamment tout de même pour échapper aux soupçons ou à une maladresse. Catherine Provin les a-t-elle aperçus? Lui a-t-on fait de charitables confidences? Toujours est-il qu'elle met son mari à l'aise. Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Je suis pas jalouse. Pas jalouse, c'est vite dit, naturellement, mais comment savoir? Après tout, elle vit confortablement chez sa mère, elle allaite son enfant, son mari rentre chaque soir. Peut-être, en effet, n'en demande-t-elle pas plus. Pourtant, Maurice Provin, le paisible, le rangé, l'économe, se met à se dissiper. Eh oui, quand on a une jeune fille coquette et volontaire pour petite amie, cela finit parfois par coûter cher. Les cadeaux qu'il lui fait, pour modestes qu'ils puissent paraître à nos yeux, n'en écornent pas moins assez gravement les ressources du ménage, une bague, une montre, une chaîne, des bottines et même un corset de Paris. Et puis aussi de l'argent en espèces, ce qui n'est pas le moins coûteux. La passion monte d'ailleurs entre les deux jeunes gens. Provin sent bien que la situation commence à devenir intenable, mais il fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Il ne pense pas à l'avenir, il ne voit pas que très bientôt, quelque chose va se briser d'une manière irrémédiable. Mais quoi? Louise en a une idée, elle, parce que c'est elle qui a les idées. Elle n'en a qu'un petit nombre, mais précise, et solidement accrochée derrière son fond têtu. Si tu devenais veuve, dit-elle, on se marierait. Oui, mais je suis pas veuf. On peut le devenir. Oh, parlons pas de ça, hein. Provin n'aime pas parler de ça, en effet. Pour Louise, c'est tout le contraire. Elle y revient assez fréquemment. Un jour, elle ajoute une nouvelle idée à la précédente. Il y aurait encore mon père dont il faudrait se débarrasser. Il ne faudra jamais me laisser me marier. Pourquoi? Louise ne répond pas. Mais Maurice aurait pu deviner. Il devine peut-être. Le père de Louise, Gustave Salvé, va sur ses 50 ans. En 1900, les paysans vieillissaient vite, mais leurs femmes plus vite encore. Et Gustave Salvé, un sologno trapu, à la moustache à peine grise, a les ardeurs d'un homme en pleine maturité. Il y a déjà plusieurs années qu'il a commencé de tourner autour des jupons de sa fille. Depuis, il n'a guère cessé de pratiquer cette infamie. Sa femme, prématurément usée par les travaux des champs et du ménage, ferme les yeux sur son désespoir. Les gens du pays considèrent avec une indulgence méprisante et railleuse les frasques familiales de ce gaillard de Gustave. Et Louise? On ne sait pas, on ne sait rien. Louise n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais accepté de dire un seul mot sur ce dramatique sujet. On peut imaginer qu'elle a serré les dents. On peut aussi supposer que, grande vie mise à part, quand elle est venue travailler chez M. Chapuis dans le château de Saint-Siméon, c'était pour se mettre à l'abri des exigences paternelles. Maintenant, c'est à son tour de devenir exigeante. Elle possède déjà Maurice en secret, elle veut l'avoir au grand jour, pour elle toute seule. Mais elle ne perd pas de vue certains détails matériels. Tu devrais faire un testament à Catherine, dit-elle un jour. Qu'elle te laisse son bien, si elle venait à mourir. Je veux savoir ce qu'elle a. Mais, enfin voyons, ma femme se ficherait de moi si je lui parlais de testament. Et c'est toujours. Et puis insiste un peu. Provin essaie et il insiste. Et Catherine, aveugle ou indifférente, signe tout ce que l'on veut. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1.
Le 6 mai 1900, il y a des élections municipales. Gustave Salvé vient à Saint-Siméon pour remplir ses devoirs d'électeur. Louise va le trouver dans un café du bourg et lui demande de passer au château avant de rentrer chez lui. C'est ce qu'il fait naturellement. Sa fille le reçoit et lui offre un petit goûter, des brioches et du cidre qu'elle va tirer à la cave. Quelques jours plus tard, elle fait prendre de ses nouvelles par des voisins. Gustave a eu des malaises bizarres, mais ses jours ne sont pas en danger, qu'elle ne s'inquiète pas. Le mercredi suivant, Louise rend visite à son père. Il garde la chambre et n'a pas très bonne mine. Elle reste 10 minutes en tête-à-tête avec lui. Il est facile de deviner ce qu'elle a fait pendant ces 10 minutes. Mais qu'a-t-elle dit? Quels propos ont été échangés entre ces deux êtres tout à la fois si proches et si lointains? Des confidences, des reproches, des remords, des aveux? Un aveu, oui, peut-être. Mais alors triomphant. Car 2 jours plus tard, au moment de mourir, Gustave murmurait « Ça devait finir comme ça. C'était préparé dès longtemps. » Le samedi 17 mai 1900, Gustave Salvé succombe, empoisonné par sa fille. On le pleure, on l'enterre. La mère de Louise est bien un peu effrayée par une mort si subite, mais elle est habituée au silence, elle ne dit rien à personne. La vie reprend son cours. Les deux amants continuent de se retrouver presque chaque jour dans leur chambre secrète. Maurice rentre tous les soirs chez lui, son petit garçon grandit, on lui retire le sein maternel, on lui donne le biberon. Louise s'approche de son 2e obstacle. C'est le moment de s'en débarrasser. On dira que c'est le lait, murmure-t-elle à son amant. Maurice s'indigne mollement, et puis il ne s'indigne plus. Le mercredi 6 juin, après 1000 caresses, elle lui glisse un cornet de papier gris dans la main. « Tiens, tu en mets 3 ou 4 pincées dans de l'eau et tu remues bien. On n'y verra rien. C'est comme ça que j'ai fait pour mon père. » Sous le front têtu, les yeux brillent d'un éclat métallique. La bouche est trop serrée pour pouvoir sourire. Maurice baisse la tête, il jette 3 pincées de la poudre maudite dans une casserole avec un demi-verre d'eau. Il laisse bouillir pendant 10 minutes, puis filtre la solution à travers un linge et la recueille dans une petite bouteille. Il met la bouteille dans sa poche et rentre chez lui, pas bien fier. Le lendemain matin, Maurice verse le contenu de la bouteille dans le café au lait de Catherine. La jeune femme est prise de violents malaises et de vomissements. Mais la dose d'arsenic n'était pas mortelle, la malheureuse traîne plusieurs jours. Son mari, bien sûr, reste à son chevet, lui préparant personnellement ses tisanes. L'état de la malade ne s'améliore pas, comme on le devine, et le samedi 14 juin, elle rend le dernier soupir. Si la mort de Gustave Salvé n'avait provoqué que des commentaires discrets et d'ailleurs indifférents, celle de Catherine Provins soulève une tempête d'indignation. L'opinion publique parle nettement d'assassinat et désigne nommément les 2 meurtriers. Le parquet ordonne l'autopsie des 2 cadavres, arrête les suspects et n'a aucun mal à les confondre. Ou plutôt, obtient sans aucune difficulté les aveux larmoyants de Maurice. Mais Louise ne cesse de nier et ne cessera de le faire jusqu'au bout de leur procès. Pour les jurés de la cour d'assises d'Orléans réunis au début février 1901, l'affaire Salvé-Provins est des plus simples. Maurice Provins a 27 ans. Il est le jardinier du château de Saint-Siméon, marié et père d'un tout petit garçon. Louise Salvé a 20 ans. Elle est servante dans le même château. Elle est célibataire, mais son père lui impose depuis plusieurs années des relations inacceptables. Louise et Maurice sont amants depuis quelques mois. Louise souhaite épouser Maurice. Maurice ne dit pas non. D'ailleurs, il ne dit jamais non à personne. C'est un garçon mou, pas très intelligent, sans personnalité. Entre ce projet de mariage et la jeune fille se dressent 2 obstacles. Catherine, la femme de Provins, et le père de la jeune fille, Gustave Salvé. Louise ne manque pas de caractère ni d'esprit de décision. Les 2 obstacles, elle les éliminera. Le 17 mai 1900, elle empoisonne son père avec de l'arsenic. 1 mois plus tard, le 14 juin,
Catherine Provins, meurt également empoisonnée. C'est Maurice qui a versé le poison dans sa tasse, mais c'est Louise qui l'a glissé dans la main de Maurice. Arrêtés 8 jours plus tard, ils ont immédiatement adopté 2 attitudes parfaitement contradictoires, accentuant tout simplement leur façon d'être habituelle. Le jeune homme a tout avoué en tremblant, la jeune femme n'a pas cessé de proclamer son innocence. Elle ne cessera d'ailleurs jamais de le faire. À aucun moment du procès, elle ne se reconnaîtra coupable, mais elle nie en pure perte. Outre les aveux de son complice, trop de détails l'accablent. L'affaire paraît simple, en effet. Les 2 crimes ne font aucun doute. La complicité active des 2 accusés ne fait aucun doute non plus. D'autre part, on n'hésite pas à leur accorder de légères circonstances atténuantes. La jeune femme, selon les termes pompeux de l'accusation, pour avoir été odieusement pervertie par celui qui tenait de la raison et de la loi, l'autorité nécessaire pour la guider dans le chemin de l'honneur. Le jeune homme, pour avoir été poussé au crime par une âme mieux trempée que la sienne. Le verdict ne surprend personne, travaux forcés à perpétuité pour les 2 accusés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais si l'on songe que les réductions de peine n'avaient pratiquement pas cours pendant la première moitié de notre siècle, on peut supposer que Louis Salvé, entré au bagne à 20 ans, n'en est jamais sorti. Je vous ai dit en ouvrant ce dossier qu'il m'inspire surtout de la tristesse et de la pitié. Oh, je suis certain que c'est un sentiment que vous partagez maintenant avec moi. En effet, que fallait-il pour que Louise Salvé échappe au meurtre, pour qu'elle mène une vie simple, heureuse, sans drame? Il lui fallait tout simplement rencontrer un homme fort. Un homme fort devant la vie, oui, et c'est-à-dire tout d'abord un homme libre, bien sûr, capable de se consacrer entièrement à elle, mais aussi un homme assez énergique pour affronter Gustave Salvé et soustraire sa fille à son odieuse domination. Peut-être aussi un homme assez autoritaire pour faire obstacle à ses penchants criminels, s'il s'était tout de même manifesté. Cet homme, Louise Salvé, ne l'a pas rencontré. On peut d'ailleurs se demander si elle l'a vraiment cherché. Il arrive souvent que les femmes brûlantes et volontaires s'attachent à des hommes falots, transparents, sans caractère. Plongée dans la honte et le désespoir depuis son adolescence, Louise Salvé a certainement considéré pendant de longues années le meurtre de son père comme le seul moyen de sortir de l'enfer. Devenue adulte, elle n'a pas compris que l'enfer entrebâillait enfin ses portes, que la liberté se trouvait désormais à portée de sa main. Sa vieille et tragique obsession l'a emportée. Elle n'a pas choisi un compagnon qui la rendrait heureuse, mais un complice qui l'aiderait à réaliser son destin de meurtrière. Un destin que n'abandonnerait jamais ni la honte ni le désespoir, et qui s'achèverait juste comme il avait commencé. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.